Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Détentrice du record français du lancer de javelot à 63,54 m, Mathilde Andro n'est pas seulement une athlète de haut niveau, elle est une source d'inspiration pour tous. Mathilde a commencé par la gymnastique artistique avant de s'orienter vers l'athlétisme. Ses premiers pas dans le lancer de javelot n'étaient pas dictés par la passion, mais par la curiosité et un talent naturel pour ce sport techniquement exigeant. C'est la rencontre avec des entraîneurs passionnés qui a véritablement façonné sa carrière. Mathilde nous plonge dans ses débuts, ses défis et ses décisions cruciales qui ont forgé sa carrière. Comment sa résilience face aux obstacles, sa détermination à surmonter les blessures et les sacrifices nécessaires permettent d'atteindre le plus haut niveau. Dans cet épisode, découvre l'importance de la flexibilité dans la poursuite de ses objectifs, comment être résilient malgré les difficultés financières et les blessures, pourquoi garder une vision holistique de la performance, comment concilier une carrière sportive avec sa vie privée, quelle est l'importance de la nutrition dans la performance sportive. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute. Salut Mathilde, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans Notre Talk. Comment tu te sens? Salut Mehdi, je suis ravie aussi, je suis, stressée. Non, je j'ai pas l'habitude. Ah, je comprends, t'inquiète pas, ça va bien aller, il n'y a pas de mauvaise réponse. On va parler un petit peu de ton parcours. D'ailleurs, donc tu es une athlète française, spécialiste, du lancer de javelot et actuelle détentrice du record de France avec, 63,54 m. Mais avant de parler de tout ça, qui est Mathilde et d'où est-ce que tu viens? Je m'appelle Mathilde Andro, je suis née à Montpellier et j'ai grandi à Montpellier et j'ai commencé par de la gymnastique artistique et ensuite je suis arrivée en athlétisme, à la fin du collège, début du lycée et oui, je me suis retrouvée à faire du lancer de javelot en compétition, jusqu'en 2020. Alors pourquoi, le javelot? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport? Ça, c'est la question, le pourquoi. Hem, je faisais, voilà, de la gymnastique. Moi, j'ai été attirée par l'athlétisme, d'abord pour le saut à la perche et j'étais encore un peu jeune quand j'ai commencé l'athlé pour me spécialiser dans une seule discipline. Donc je faisais un peu de saut à la perche. Il fallait faire aussi une course et un lancer parce que c'est des petits triathlons, des compétitions, dans les catégories, jeunes et donc j'ai découvert comme ça le lancer de javelot et puis j'ai je sais pas, j'avais des facilités dans ce mouvement-là et c'était pas forcément une vocation au départ. Je me disais pas, surtout quand je voyais les filles à la télé, je me disais pas forcément: «Waouh, je veux faire du lancer de javelot». Mais, après tu fais des performances, tu fais des rencontres, des coachs, passionnés par cette discipline-là qui ont commencé à me parler un peu biomécanique, un peu, tout ça sur le geste et ça m'a plu parce que c'est un geste qui est très fin techniquement, en fait. On a une image assez bourrine, des disciplines de lancer en France au premier abord. En tout cas, on a des a priori assez, négatifs. Mais en fait, c'est des disciplines qui sont très techniques et c'est de l'explosivité, c'est de la puissance. Donc c'est force et vitesse après chacun choisit s'il développe plus la force, plus la vitesse. Tu as remporté 5 titres de championne de France, de 2012 à 2016. Tu as également participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Comment, se déroule l'entraînement, pour cette discipline? Enfin, alors moi, j'ai commencé du coup au début du lycée, j'allais m'entraîner, tous les jours après les cours. Après, je faisais un peu de les 2. Au départ, je faisais, du saut à la perche, du lancer de javelot, des haies aussi, un peu de enfin, forcément un peu de course, tout ça. Donc il y a une grosse partie en athlétisme, en règle générale, de toute façon, c'est un un sport où il y a une grosse partie préparation parce qu'on s'entraîne et on se prépare aux compétitions du mois de septembre au mois de juin pour en fait, les compétitions, les grosses compétitions en tout cas, c'est à partir du mois de mai jusqu'à fin août les grosses, compétitions, enfin les grosses échéances.
Donc le contenu de l'entraînement, il y a une grosse partie préparation physique, une grosse partie, entraînement technique et après, il y a quelques compétitions l'hiver. On faisait en général quand j'étais plus jeune, des crosses l'hiver pour travailler, l'endurance à l'effort et cetera et plus on s'approche des compétitions, plus on fait, de l'explosivité et plus on lance finalement, vraiment le javelot, quoi. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, par la suite, mais avant tout, pour toi, c'est quoi la performance? Je trouve que si on s'en tient, au sport, la performance, c'est finalement, on s'entraîne à l'entraînement pour rentrer, cocher toutes les cases qu'il faut pour atteindre l'objectif et l'objectif, c'est une performance en compétition. Donc une performance en compétition, selon la discipline, c'est une distance, c'est un temps, c'est une victoire contre un adversaire, voilà. Mais pour moi, si c'est en compétition, la performance, c'est chiffré, c'est métrique. Si c'est, dans un quotidien, dans la vie de tous les jours, ouais, c'est déjà s'épanouir dans ce qu'on fait, c'est avoir besoin d'écraser personne non plus pour réussir et il y a plein de manières de voir la performance. Aujourd'hui, je suis kinésithérapeute, quand j'ai des patients, qui traversent des moments hyper difficiles dans leur vie, des blessures, des traumatismes, des choses, hyper graves et qui s'en sortent, très, très bien derrière et avec le sourire et qui ont traversé cette épreuve, avec dignité et tout, ouais, je pense que c'est des gens, qui ont réalisé une grosse performance aussi, quoi. Donc voilà, je pense que selon le domaine, ça peut avoir beaucoup de signification, mais Ouais, je vois. Du coup, tu as dit qu'il y avait 3 domaines un peu pour le lancer de javelot, la puissance, la force et la vitesse. Comment, se déroulent les entraînements? Combien d'entraînements par semaine pour arriver à un tel niveau? Tu peux nous expliquer ça? ce qui est difficile justement en France notamment, c'est que moi j'ai toujours dû m'entraîner, après les cours. Donc j'étais au lycée, en plus j'étais dans un lycée, semi-privé, donc avec, des DM le soir. Je commençais à 8 heures, je finissais à 18 heures et derrière j'allais m'entraîner pendant 2 heures au stade. J'y allais 4 à 5 fois par semaine, en comptant le samedi matin. C'est vrai que ça peut paraître, beaucoup, mais c'est des répétitions techniques. Le geste technique est très fin. On travaille avec, des medicine balls, avec des balles, avec plusieurs engins en fait de lancer pour travailler sur l'élasticité de l'épaule et sur la stabilité de l'épaule et après sur la force spécifique de l'épaule. C'est un lancer où on doit coordonner le bas du corps, le haut du corps parce que le bas du corps doit être, très stable, très fort et le haut du corps très élastique et très relâché pendant le lancer parce qu'on a une course d'élan et il faut mettre en tension toute la chaîne, du bras lanceur au pied, qui vient bloquer et cetera. Donc ouais, techniquement, c'est beaucoup de travail technique, beaucoup de répétitions et ensuite il y a une grosse partie, préparation physique parce que, pour respecter les recherches techniques, derrière, il faut avoir, la force suffisante, le gainage suffisant, et les amplitudes articulaires suffisantes et cetera. Donc voilà, il y a tous ces paramètres-là à mettre bout à bout. Donc forcément, quand on commence à progresser sur la force, en muscu, on va perdre en élasticité et quand on commence à progresser sur la vitesse, au niveau de la course d'élan, derrière, il faut quand même réussir à transmettre cette vitesse de course au lancer. Donc le dernier appui où on transfère la vitesse de course à l'engin, ça ça demande à pas être déformé et cetera. Donc c'est là qu'il faut être assez fort. Après, voilà, la puissance, c'est un mix entre la force et la vitesse, hein. C'est vraiment, on dit: «C'est force fois vitesse, quoi, la puissance». Donc après, on peut arriver pour lancer le javelot, avec une longue course d'élan, être, très explosif et finalement être un peu déformable sur les derniers appuis et on peut arriver et être, déjà plus grand avec, une plus grande envergure et finalement mettre, 2 pieds à terre, une mine parce que il y a plusieurs manières d'aborder la technique. Mais voilà, moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment ce côté élasticité, course d'élan, explosivité et en vrai, on peut être bon avec différentes techniques, mais pour être très bon, il faut quand même réussir à respecter, tous les critères de base, quoi. Il faut une bonne course d'élan, il faut un bon gainage, il faut une bonne élasticité d'épaule, il faut un bon timing, il faut un bon angle d'envol. C'est plein de paramètres qu'on travaille à l'entraînement avec la répétition. Tu as parlé de tout ce qui est la prépa physique. On sait aujourd'hui que tout ce qui est musculation, ce genre d'entraînement,
comme tu l'as dit, ça raidit beaucoup. Du coup, j'imagine qu'il y a, des exercices, d'étirement ou pour éviter effectivement cette raideur à l'entraînement? Ben, il faut toujours, je pense, trouver le juste milieu, quand on veut renforcer une articulation. Déjà, il faut être sûr d'avoir l'amplitude complète dans cette articulation parce que sinon, sinon on va, créer des problèmes derrière. Mais en soi, la 1re chose, c'est, ouais, avoir une bonne mobilité, articulaire qui nous permet d'avoir des amplitudes articulaires avec lesquelles on peut aller, faire le mouvement technique, qu'on cherche à faire. Donc que ce soit du lancer de javelot, que ce soit un mouvement d'haltérophilie, que ce soit, un geste, je veux dire un geste déjà à faire en prépa physique, parce que nous, typiquement au lancer de javelot, on me demandait de faire du snatch, enfin de l'arracher. Heu, Tout ce qui était au-dessus de la tête, donc tout ce qui était en overhead, c'était des choses où on devait être très fort parce que, bah, ça demande une grande stabilité d'épaule, et en même temps, on devait avoir une grande laxité d'épaule. Donc on avait tendance à faire, des arrachés plutôt à la bulgare, où, c'est un mélange entre du swing à la kettlebell et de l'arraché à la barre. Donc c'est un haltérophile puriste, trouve ça trouve ça aberrant de faire des snatchs comme ça. Mais ouais, il y a tous ces outils-là où on dit, c'est des critères. Enfin, moi, on me disait: «Il faut faire, plus de 60 en snatch, enfin en arraché, il faut faire, plus de 200 en quart de squat», parce que voilà, en athlétisme, il y a très peu de disciplines finalement où on cherche à performer en squat complet. Parce qu'en fait, nous, on est jamais, c'est pas notre angle fonctionnel, on va dire. Donc, pour autant, à l'entraînement, c'est intéressant de faire du squat complet pour, encore une fois, avoir des amplitudes complètes, préserver son dos, renforcer ses hanches dans toutes leurs courses musculaires, et cetera. Mais typiquement, c'est, du quart de squat, de l'arraché, du jeté nuque, du développé nuque, du développé couché, du pullover, des trucs comme ça. Et sur tous ces mouvements-là, ben, ouais, il faut d'abord avoir l'amplitude articulaire complète, donc bien s'étirer correctement. Mais après, il y a étirement, hein, et étirement passif, actif, contracté, relâché, tout ça. Enfin, voilà, on va faire un cours sur les étirements, mais bah, l'objectif, c'est toujours de trouver le bon ratio entre le gain de force tout en conservant, l'amplitude maximale, quoi. Du Les coup, meilleurs que lanceurs, ils sont très forts et très élastiques. du coup, les entraînements ne se font que en force ou, il peut y avoir différents types d'entraînements? Après, ça dépend de la phase où tu en es dans la saison, mais ça, bon, là, on rentre vraiment dans de la préparation physique, je veux dire, une planification d'entraînement, sur une année en athlétisme, tu as toute une partie où tu vas développer ta force, et tu as du coup forcément faire un peu de volume, donc un peu de travail de masse musculaire. Bah, là, c'est des séries qui sont un peu plus longues. Plus tu t'approches de l'échéance, compétition, plus ça va être des séries qui seront courtes et explosives. Donc les mouvements, d'haltérophilie, donc l'arraché ou l'épaulé jeté ou le jeté nuque ou des choses comme ça, c'est pas des mouvements sur lesquels tu peux faire des longues séries. Tu travailles ton explosivité sur l'arraché et tu travailles ton explosivité sur le jeté nuque. Donc quand, déjà tu fais des séries de 5-6, c'est des grosses séries, alors que sur des squats ou sur du développé couché ou sur du développé nuque ou sur des mouvements, comme ça, que tu vas faire plutôt en préparation de saison de compétition et pas à l'approche des compétitions, bah, tu vas rechercher des séries un peu plus longues qui peuvent aller jusqu'à des séries de 10-12, en tout cas moi dans ma pratique. Mais bon, il y a beaucoup de manières de voir la préparation physique aujourd'hui, beaucoup de planifications différentes, et on peut faire, aussi beaucoup d'isométrie, on peut faire, enfin il y a des choses qui sont très, très bien faites, et ça évolue beaucoup. Notamment, on met des capteurs de vitesse sur les barres, et à l'approche des compétitions, la recherche, en fait, c'est pas de développer un maximum de poids sur la barre, c'est de trouver la charge à laquelle tu vas créer la plus grande vitesse. Et c'est là que, cet aspect de la recherche de la puissance est intéressant. C'est-à-dire que selon ton profil, un profil force, un profil vitesse, tu vas avoir une facilité à développer un maximum de puissance avec plus ou moins de charge, sur ta barre. Je vois. Est-ce qu'il faut un profil particulier, une morphologie, qui est plus intéressante? Par exemple, qui c'est mieux d'avoir des longs bras ou des petits bras pour, ce genre de sport? Bah, pour toutes les disciplines de lancer en général, je dirais qu'une grande envergure, c'est l'idéal. Donc oui, les lanceurs de disques, on dit souvent qu'il faut qu'ils aient les doigts qui dépassent les genoux parce que ça fait, voilà, c'est des gabarits qui sont très grands. Le lancer de javelot, c'est finalement très variable parce que si tu es grand et élastique,
Du coup, c'est difficile aussi d'avoir un très bon timing. Tu as tendance à être, plus déformable au milieu. Enfin, il faut éloigner en tout cas, le dernier appui, du pied de ta main lanceuse. Donc si tu es droitier, ton dernier pied gauche de ta main droite, il faut que ce soit des points les plus éloignés possibles au moment où tu déclenches ton geste et forcément, si tu fais 1,50 m et 1,70 m, en tant que fille en tout cas, tu auras, un chemin d'accélération bien plus grand. Donc oui, on recherche quand même un maximum d'envergure. Ouais, c'est logique. Heu, on va parler un peu du coup, tu as dit que tu avais arrêté ta carrière en 2020. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, moi j'ai fait les Jeux en 2016 et je j'ai battu le record de France en 2016. Ça faisait déjà, donc ouais, tu l'as dit, 5 ans d'affilée que je gagnais, les championnats de France en élite, parce que j'étais passée du coup, senior. Je suis passée senior en 2012, je sais plus. 2000, ouais, bon bref. Avant ça, j'avais fait des sélections, dans les catégories jeunes, donc en junior et en espoir. Mais voilà, arrivée en senior, pour accéder aux compétitions internationales, il y a des minima internationaux et il y a des minima français. Et les minima français sont en général, alors ça dépend des politiques, de la DTN du moment, mais moi, à mon époque en tout cas, étaient assez exigeantes sur les minima. Ce qui fait que, pour te donner une idée, 2012, c'était les Jeux de Paris, donc bon, les minima étaient loin. Je gagnais le championnat de France, mais loin des minima, donc je suis pas sélectionnée aux Jeux. 2013, c'était les mondiaux à Moscou. Même chose, les minima sont assez loin, donc je suis pas sélectionnée. Après moi, c'était mes 2 premières années en senior, c'était non même 2012, j'étais encore espoir, donc j'avais fait les championnats d'Europe espoir. Mais 2013, c'était ma première année en senior, c'était pas dramatique de pas de suite, faire les minima pour les championnats du monde. Mais j'étais obligée aussi en parallèle de faire mes études de kiné, d'avoir mon diplôme, de trouver un moyen de gagner ma vie C'est pour, impossible d'être professionnel et de gagner sa vie, si, c'est possible, mais en fait, pour être pro en athlétisme, il faut faire partie de la Ligue pro et la Ligue pro, pour y avoir accès, il faut faire une médaille au championnat d'Europe ou une place de finaliste, pardon, au championnat du monde ou des Jeux olympiques. Donc dans les 8 aux Jeux ou au monde ou sur le podium au championnat d'Europe. Et ce que je trouve qui manque, c'est cette transition entre les catégories, jeunes, donc moins de 23 ans et la catégorie senior. Sachant que les disciplines de lancer, c'est des disciplines qu'on appelle à maturité tardive et que les performances, elles se font en général entre 25 et 35 ans, mais pas forcément, beaucoup plus tôt que ça, quoi. Donc 2014, je gagne de nouveau le championnat de France. Les minima qui étaient demandés pour, les championnats d'Europe, c'était 60 mètres par la Fédé française. Je fais 59,80 m, sachant que les minima internationaux étaient à 56,50, hein, mais ils m'ont pas emmené. 2015, les minima pour les mondiaux français étaient à 61 mètres. Je fais 60,60 m. Je gagne mon quatrième titre d'affilée et ils m'ont pas emmené. Et 2016, les minima du coup pour les Jeux étaient les minima internationaux à 62 mètres, les minima français à 62,50 m. Et là, j'ai fait 63,54 m. Donc là, j'ai été sélectionnée pour les Jeux. Mais si tu veux, moi, ce qui m'a manqué, c'est de l'expérience internationale. Quand je suis arrivée sur les Jeux olympiques, c'était mi-août, alors que jusque-là, mes 3 dernières saisons, elles s'étaient arrêtées mi-juillet après les championnats de France. C'était compliqué à gérer émotionnellement, compliqué de savoir comment gérer le timing de l'échauffement parce que tout le protocole, terrain d'échauffement, terrain de compétition, dans les grandes compétitions, ça prend beaucoup de temps. Donc tout ça, il m'a manqué du protocole. Donc je suis rentrée de Rio, je me suis dit: «OK, maintenant il faut que j'arrive à me sélectionner chaque année pour les grands championnats». Parce que l'objectif, c'est d'aller chercher une médaille à Tokyo, de faire, enfin voilà, de construire sur 4 ans pour se dire, «Je vais arriver et je saurai à quoi m'attendre, quoi». Je serai pas, surprise comme j'ai pu être, surprise et déstabilisée à Rio peut-être, enfin, sans excuser ma contre-perte, mais avec l'analyse, en tout cas, c'était un peu ça. Et donc, mon coach, à l'époque, donc j'avais rencontré un entraîneur allemand avec qui j'avais la chance de pouvoir m'entraîner et avec qui j'ai fait les 4 années suivantes, m'a dit pour moi, tu peux faire plus de 65 et on peut viser un podium à Tokyo, mais il faut que tu augmentes ton paramètre force. Parce que justement, j'étais très élastique, très explosive. Alors, je dirais pas ça, mais disons que je lançais plus sur le paramètre vitesse et ça a un côté assez incertain, assez fluctuant quand tu arrives sur de la fatigue, que ton influx nerveux, il a un peu baissé.
c'est difficile de retrouver cet influx nerveux. Alors que si tu augmentes ta base de force, bah, ta régularité, elle est quand même, plus facile à maintenir. Donc j'étais prête à me mettre à faire, voilà, beaucoup de muscu, toute la phase hivernale où on prépare, où on fait, beaucoup de muscu pour essayer justement d'augmenter la base force et que, bah, un javelot de 600 grammes, ça paraisse très léger, quoi. J'en suis arrivée en 4 ans à lancer des balles, d'1,5 kg, sans me faire mal à l'épaule, contre le mur, tout ça. Sauf que, bah, pendant ces 4 ans, moi, j'ai enchaîné, des douleurs au tendon d'Achille où j'ai pas pu courir pendant presque 2 ans et quand les tendons d'Achille sont enfin allés mieux, je me suis pété l'épaule, la coiffe, des rotateurs et du coup, bah, je me suis fait opérer en 2018 et j'ai essayé de retrouver mon niveau et en fait, en 2020, je me suis rendu compte que, même si physiquement j'avais retrouvé, mon niveau dans tous les paramètres physiques, c'est-à-dire les critères qu'on te demande en muscu, en sprint, en lancer de balles, lancer de medicine ball, tout ça, j'étais revenue, à 100. Mais, dans l'épaule pure avec un javelot, avec une course d'élan complète, ça me faisait toujours mal à l'épaule et j'arrivais plus à lancer, comme avant, quoi. Donc j'ai arrêté quand ils ont reporté les Jeux de Tokyo. Comment on se sent quand, on est refusé plusieurs années d'affilée, et on continue d'avancer? Qu'est-ce qui te fait tenir, toi? Qu'est-ce qui t'a fait vraiment, continuer pour performer et faire, ce record? Bah, c'était vraiment des années qui étaient pas faciles, parce qu'en 2014, j'ai eu mon diplôme de kiné, donc moi j'avais des parents, qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée, financièrement j'entends, hein, parce qu'il fallait que j'arrive à, bah, me loger. J'ai quitté Montpellier pour aller m'entraîner sur, Saint-Raphaël, parce qu'il y avait une entraîneur là-bas qui était, spécialisée dans le lancer de javelot. Donc j'ai rejoint cet entraîneur-là, je me suis installée là-bas, c'est mes parents qui ont financé mon appart et cetera et quand j'ai eu mon diplôme, ils m'ont dit: «Bah, maintenant, maman, faut que tu payes, quoi, ton loyer, ton truc, ton bidule» et du coup, réussir à travailler tout en s'entraînant suffisamment quand tu te dis: «OK, bon, on est en 2014, mon objectif, c'est les Jeux de 2016», à un moment, si je pouvais faire que ça, ce serait cool parce que pendant mes études, j'avais mes études, puis je travaillais dans un bar pour mettre un peu de sous de côté pour aller justement les week-ends m'entraîner à Saint-Raphaël. Donc toutes ces petites galères-là, elles deviennent de plus en plus importantes, plus tu avances dans l'âge parce que par rapport à tous mes autres, amis de promo, par exemple, qui, eux, en 2014, ils ont commencé à bosser, puis ils ont pris un assistanat en cabinet ou ils faisaient des remplats ou des choses comme ça. Donc ça a été un peu dur à gérer et surtout le fait de pas être sélectionné, bah, tu as pas de partenaire. C'est-à-dire que les partenaires locaux, si déjà que c'est pas un sport où il y a beaucoup de visibilité, si en plus sur le peu de compétitions où il y a de la visibilité, toi tu es pas sélectionné, c'est difficile quoi de trouver des partenaires locaux. Donc ce qui fait tenir, c'est, l'entourage, c'est, mon entraîneur qui était, vraiment passionné et qui croyait vraiment et qui me disait: «Mathilde, je suis sûr qu'on peut y arriver, il faut pas que tu baisses les bras». Mais du coup, c'est vrai que 2014-2015, la saison, elle s'est finie pour moi, mi ou fin juillet après les championnats de France, les 2 fois et on a repris l'entraînement, 10 jours après, quoi. Ma coach, elle savait que si elle me laissait, le mois d'août, j'allais revenir en lui disant: «Bon, mais j'ai trouvé un boulot là, j'arrête». Enfin voilà, à un moment, j'ai envie d'être adulte, j'ai envie de gagner ma vie, j'ai envie de pouvoir, partir en vacances, j'ai envie de enfin voilà, parce que, bah, j'avais la chance d'avoir des parents qui m'aident, mais on se retrouve dans des situations économiquement où on est vraiment dépendant de notre famille ou de petits boulots, que je faisais l'été, au black. Enfin voilà, donc c'est Com assez galère et après quand tu arrives le jour où tu fais la perf, moi en tout cas ça a eu un effet sur moi, je pense, même si c'était pas forcément conscient à 100 mais émotionnellement j'étais à bout de nerfs et d'avoir réussi à faire ce record de France et à me qualifier pour les Jeux, c'est comme si, derrière, j'avais plus aucune énergie. Enfin, voilà, j'ai fait les minima très tôt dans la saison, à la deuxième, troisième compétition de l'année fin mai et la compétition, pour laquelle je m'entraînais depuis 4 ans, elle était fin août et ça a été, une période, difficile à gérer quoi, au niveau émotionnel et au niveau, envie, ça a été compliqué. Bah, j'imagine, enfin, comment tu faisais pour t'organiser entre, les petits boulots, un peu tes études, tes entraînements? Concrètement, sur une journée ou une semaine, où est-ce que tu trouvais le temps? Qu'est-ce que tu supprimais du coup En fait, pour ce qui me peut-être manque, c'est pouvoir le repos, hein. t'entraîner? Ce qui manque, c'est le repos. C'est toujours ça.
Et je pense que c'est ce qu'on mesure pas et c'est ce qui me gêne aujourd'hui quand je là encore cet été, je regardais le championnat du monde d'athlétisme et autour de moi, on me dit: «Mais pourquoi? Faites pas de perf, pourquoi il y a pas de perf?» Ben ouais, il y a pas de perf, mais parce qu'on est dans un pays où, le système, scolaire, permet pas des masses, de faire du sport à côté. Quand tu finis les cours à 17 heures ou à 18 heures et que tu vas t'entraîner, bah, tu sais très bien que tu empiètes sur le temps d'aide aux devoirs, tu empiètes sur le temps de repos, tout simplement, enfin la sieste, j'en sais rien, mais c'est des choses, qui pour être, performants, sont importantes. Alors pas au collège, mais je veux dire, au collège, enfin je vois en Allemagne parce que, bah, du coup j'ai habité en Allemagne 6 mois par an pendant 3 ans. Bah, ils finissent l'école à 13 heures. Derrière ils ont activité. Mais activité, ça va de l'aide aux devoirs, à l'art, la musique donc et cetera ou le sport. Donc ils peuvent tester quand même beaucoup plus de disciplines sportives que nous. Les structures qui proposent des activités sportives, elles sont pas uniquement encadrées par des bénévoles comme chez nous, parce que nous, si tu as pas les entraîneurs d'athlètes bénévoles dans les stades le soir de 18 heures à 20 heures, eh bah, tu t'entraînes pas en fait. Enfin, donc je pense que c'est toute cette structure-là qu'il faudrait essayer en tout cas de revoir pour accompagner nos jeunes, pour leur faire tester plusieurs sports. Parce qu'aujourd'hui finalement, quand tu es doué en sport, quand tu as un physique avec des qualités, heu, bah, tu vas te tourner vers, le handball, le football, le rugby, toutes ces structures qui sont professionnalisantes beaucoup plus facilement. Sauf si, bah, tes parents sont, passionné d'une certaine discipline ou tu rencontres un entraîneur passionné d'une certaine discipline qui va t'accompagner, mais ce sera un accompagnement qui est bénévole. Donc voilà, moi j'étais, et encore, enfin franchement, j'ai eu de la chance parce que j'avais des facilités à l'école, donc mes parents m'ont jamais interdit d'aller m'entraîner parce que j'avais des bonnes notes. Mais en soi, ils auraient très bien pu me dire: «Tu mignonne, mais tu vas aller travailler» parce que nous, lancer de javelot, c'est pas un métier quoi, voilà. Mais donc bah, quand j'étais, en école de kiné, j'avais cours ou stage. Donc quand c'était cours, c'était, 8h, 12:00, 13h, 18h en gros et après, bah, je travaillais dans un bar, 3 soirs par semaine, heu et 3 ou 4, ça dépendait. Je sortais pas du coup faire la fête, hein. Je travaillais dans un bar, je m'entraînais entre midi et 2 ou quand j'avais, 1 heure de battement entre la fin des cours, machin. Comme dans toutes les écoles, il y a des cours obligatoires et il y a des cours qui sont pas obligatoires, mais quand tu loupes ces cours pas obligatoires, bah, derrière il faut les rattraper. Mais en gros, voilà, je m'organisais comme ça et les week-ends, je partais m'entraîner sur Saint-Raphaël parce que, bah, il y avait, cet entraîneur, qui était spécialisé là-bas et elle m'accueillait chez elle pour que je m'entraîne le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche après-midi et que je rentre. Mais donc elle, bénévolement, elle m'offrait ses week-ends aussi. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur eatnutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et pour quelqu'un du coup, bah, qui souhaite, peut-être s'entraîner plus, quels conseils tu pourrais lui donner pour allier, entraînement et vie également, privée à côté? Bah, après, moi j'ai beaucoup de frustration aujourd'hui, ça me gêne d'en parler comme ça parce qu'au final je me suis pas mal blessée entre 2020, entre 2017 on va dire et 2020 et je sais au fond de moi que ces blessures-là, je les dois à ce manque de récupération, à ce manque de temps, à ce manque de sérénité. Juste la sérénité de se dire, OK, bon, tous les voyants sont au vert, et encore, enfin moi j'avais réussi à mes études et j'avais un métier que j'aimais et tout, mais bon, comment je vais faire mes courses et à qui il faut que je demande encore des sous? Alors j'ai appelé mon frère pour qu'il me fasse un petit virement. Enfin, c'était des trucs, voilà, c'était parce que j'avais mes parents qui m'aidaient, mon frère qui m'aidait. C'était cool, quoi. Moi, j'avais de la chance. Je fais partie des gens qui ont de la chance. Enfin, j'ai lu, des trucs sur notamment, Dimitri Bascou, qui fait du centimètre haies et qui a été, médaillé mondial au centimètre haies et qui vivait dans sa voiture, quoi. Bah, ouais, je pense que ça aurait pu m'arriver, mais j'ai eu beaucoup de chance de tomber déjà sur des gens gentils, passionnés à chaque fois parce que ça reste des disciplines où comme il y a pas de moyens, bah, il y a beaucoup de passion. Même s'il reste de la passion dans les sports où il y a du moyen, hein, je dis pas, mais
Donc Mais tes ouais, blessures, ce que tu je les dois pourrais conseiller, principalement, au manque de repos? je pense, enfin, en tant que kiné aujourd'hui, en tout cas, je pense, parce que c'était pas la construction de l'entraînement, c'était pas la qualité, de la programmation de l'entraînement, mais je pense que c'est le cumul de la fatigue. Le 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 cumul de fatigue où bah, je travaillais, donc après, bah, quand je suis revenue des jeux pendant 1 an, j'ai pas travaillé comme kiné. J'ai fait une formation en préparation physique, j'avais pour une fois, du coup, le soutien pas mal de la fédé. Quand j'ai eu le soutien pas mal de la fédé, je faisais pas partie de la ligue pro, mais j'ai eu cette année-là, 8 000 € d'aide annuelle, ce qui est mon record, hein. J'ai jamais eu plus de 8 000 € d'aide annuelle de la fédération, et cette aide annuelle, elle ne t'est délivrée que sur facture, et ces factures, c'est pas ton loyer, ta bouffe, ta voiture, ton essence, c'est, ton matériel si tu t'entraînes. Donc un javelot, il faut savoir que c'est entre 800 et 1 100 €, un javelot de compétition. Donc voilà, il faut en acheter un tous les 2-3 ans parce que ça s'abîme assez vite, et que dans les compétitions, en France en tout cas, on a très peu de bons javelots disponibles, et quand tu mets ton javelot dans la compète, tout le monde peut le lancer. Donc parfois tu te retrouves avec un javelot qui est abîmé à la fin de la compétition, mais c'est même pas toi qui l'as lancé, mais c'est comme ça. Et moi, j'avais pas de sponsor, donc il fallait quand même que je m'achète des chaussures, des fringues, de sport, hein, j'entends. Et j'allais m'entraîner en Allemagne à cette époque-là, du coup, je faisais des allers-retours en Allemagne. Donc cette enveloppe-là de 8 000 €, elle m'a servi pour mes stages d'entraînement, pour mon matériel d'entraînement. Mais bah, avec ça, j'avais pas mangé et j'avais pas dormi non plus, donc c'était, c'était ça. Mais du coup, après 2018, 2019, 2020, je travaillais dans un cabinet de kiné à Montpellier pendant 6 mois. Je m'entraînais tous les matins et je travaillais de midi à 20h, de 13h ou 14h à 20h, pas midi. Mais je m'entraînais en gros le matin et je finissais, je mangeais et j'allais travailler de 14 à 20 au cabinet. Et quand j'étais en Allemagne, pour le coup, je m'entraînais beaucoup plus et je travaillais un peu moins. Je faisais 20 heures par semaine dans un cabinet en Allemagne quand j'y étais. Ça me permettait de payer pile poil mon loyer, donc c'était, voilà, j'avais trouvé un compromis comme ça. Ce qui fait que quand mes collègues d'entraînement allaient se reposer l'après-midi, moi j'allais travailler. Quand ils se reposaient le matin, moi j'allais travailler. Quand, ils partaient en vacances, moi c'était les périodes où c'était off de l'entraînement, donc je travaillais plus. Quand, c'était des stages d'entraînement, ben je travaillais pas, donc j'étais en stage d'entraînement, je m'entraînais plus. Et il y a eu pendant, ouais, pendant 4 à 6 ans, je dirais, en fait, je partais en stage où je travaillais, mais j'avais pas, c'était soit je m'entraînais plus, soit je travaillais plus, mais j'avais pas de période où je faisais ni l'un ni l'autre, quoi. J'avais pas de vacances, donc je pense que ça, même nerveusement, même si sur le moment tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit, je me régale, je progresse, enfin voilà. Mais je pense que tout ça accumulé, ça fait de la fatigue, et nerveuse et physique. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais pu mettre en place pour éviter de te blesser? Heu, Est-ce que plus de repos simplement ou est-ce qu'il aurait fallu, peut-être des massages, des étirements, moins de tension? ouais, c'est difficile, je pense que je suis quelqu'un aussi, j'aime bien prendre soin des gens. Je fais attention, aux gens et tout, et souvent, je me suis retrouvée dans des situations où j'avais, ouais, quelqu'un qui me demandait, une séance, dans la journée, donc je la rajoutais le soir et je finissais à 21h, ou des choses comme ça, des petits moments où si j'avais été un peu plus égoïste. Et je pense que parfois pour être, en tout cas moi tous les grands champions que j'ai connus, et je me compte pas dans les grands champions, hein, moi je te parle de champions du monde, recordman du monde, voilà, ceux que j'ai connus, c'est des gens, que j'admire beaucoup, qui ont une force de caractère, une rigueur au travail et cetera qui est impressionnante. Mais ils ont tous ce point commun quand même de se faire passer en premier. Et je pense qu'à un moment, il faut, réussir aussi à te dire, OK, là, ma priorité à moi, c'est moi. Je pense que ça peut aider à s'accorder du temps, plus de temps pour récupérer, plus de temps, voilà. Ça, c'est ce qui t'a manqué pour, performer, pour passer à l'étape, d'après? Entre autres, c'est pas le seul critère, mais en effet, après, peut-être plus de séances où j'aurais fait uniquement, une séance récup, une séance, posture d'étirement, une séance avec, bain froid, bain chaud, parce que dans les structures où je m'entraînais, en plus, j'avais accès à ce genre de choses, mais j'avais juste pas le temps, quoi. Enfin, pas tout le temps, en tout cas.
On va passer, du côté alimentation. Est-ce que Ouais. pour toi, l'alimentation, elle est importante pour performer? Oui, bien sûr. Oui, oui, bah, je pense qu'il faut aujourd'hui, en plus, faut vraiment vivre avec des œillères si tu te dis que que l'alimentation a pas une grande place dans la performance. Heu, oui, je pense qu'il faut, se nourrir, sainement. Il faut que tu apportes tout simplement à ton organisme tout ce dont il a besoin pour avoir l'énergie nécessaire à être performant, à être efficient à l'entraînement, et même dans ta vie de tous les jours à rester en bonne santé, quoi. Donc moi j'ai eu des soucis avec la nourriture, à l'adolescence parce que, bah, quand j'ai arrêté la gym où, on me pesait, assez régulièrement et que j'ai commencé à grandir, à prendre des formes et à plus faire, 10 kilogrammes de moins que ma taille, enfin, voilà quoi. J'ai commencé à avoir un peu des troubles du comportement alimentaire, tout ça qui m'ont pas mal suivie et avec, l'anxiété, qu'est-ce que je vais réussir, comme études, comment je vais pouvoir m'entraîner correctement, machin, tout ça, ça m'a suivie pendant assez longtemps. Donc je sais que ça aussi certainement, ça a forcément eu un impact sur mes blessures. Comment tu t'en es défait, de ces troubles du comportement alimentaire? En m'intéressant à la nourriture. Moi, ce qui m'a aidée, c'est de comprendre, Heu, enfin en tout cas de m'informer beaucoup plus sur la nutrition, donc auprès d'une endocrino, d'une nutritionniste, pour, essayer de comprendre, oui, donc mon corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Quelle énergie? Comment je lui apporte? Quand je lui apporte dans la journée? À quel moment il va la stocker ou pas la stocker et cetera, donc c'est ça m'a vachement, détendue en fait par rapport à la nourriture. À partir de là, ça m'a permis de mieux, ouais, de mieux, me re détendre. Enfin, je pense que les troubles du comportement alimentaire, c'est beaucoup, de l'anxiété, une recherche de maîtrise, une recherche de contrôle, parce qu'on veut contrôler son poids avant tout, mais et dès qu'on arrive à un peu se détendre par rapport à la nourriture, ça devient beaucoup moins un problème. Est-ce que c'est parce que c'est un manque de connaissances? Bah, je sais pas, ouais, tout simplement, je pense qu'on grandit en se disant enfin moi à la gym, on grandit en se disant, je si tu grossis, c'est que tu manges trop. Et en fait, quand tu t'entraînes beaucoup et que tu récupères en plus pas bien, souvent si tu grossis, c'est que tu manges pas assez. C'est que ton corps, il a tellement la sensation de manque d'énergie, régulièrement, que dès que tu lui en donnes, il la stocke. Il se dit: «Attends, pour une fois qu'elle m'apporte un truc, je vais le stocker», donc finalement quand j'ai enfin réussi à mettre en place quelque chose de régulier dans ce que je mangeais, j'ai augmenté les quantités de mes repas, en fait, et j'ai augmenté le nombre de repas dans la journée et On du va coup, j'avais plonger moins faim, voilà, pardon. ouais, vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, non, mais du coup, j'avais moins faim et donc j'étais moins anxieuse à l'idée, de vouloir manger un truc qu'il faut pas manger ou des choses comme ça. Bah, du coup, on va plonger un peu, dans ton assiette. Heu, Qu'est-ce que tu mangeais concrètement que ce alors on va commencer en dehors de l'entraînement et puis peut-être aussi pendant l'entraînement. Est-ce que tu mangeais quelque chose? Mais d'abord, en dehors des entraînements, qu'est-ce que tu mangeais concrètement? Est-ce que tu as un peu les quantités ou, pour que nos auditeurs Alors, comprennent l'importance de ça? après je pesais pas, nécessairement ce que je mangeais en termes de quantité, mais c'est vrai que moi, en tout cas, ce qui m'a vraiment aidée, c'est très bizarre, mais c'est de manger des œufs le matin. J'ai grandi avec, les Golden Graham, c'est les Cheerios et voilà, et du coup, quand arrivé à l'adolescence, j'ai pris un peu de poids, tout ça, j'ai tout supprimé et je mangeais rien le matin, je mangeais pas de goûter, donc c'est là qu'a commencé à apparaître le truc bah, à manger un gâteau, autant s'envoyer, le paquet entier et aller vomir derrière, ça se verra pas, quoi. En gros, moi, ça a commencé comme ça, et en introduisant, ben, un vrai petit déjeuner, des choses que j'aime manger en plus parce que j'adore les œufs, mais un vrai petit déjeuner avec, du pain, bah, alors, plutôt du pain complet. En plus, bah, c'est vrai qu'en vivant en Allemagne, après, j'ai découvert tous ces pains-là en Allemagne, Vollkorn, que j'adore, avec plein de céréales, donc ça, je kiffe. C'est plein de calories, mais c'est des bonnes calories, celles-là. Donc ouais, du pain, du beurre, parce que, bah, finalement, le beurre, le gras, notre système digestif en a besoin, il y a de la vitamine A, puis le beurre, c'est souvent, bien moins mauvais et ça a un bien moins mauvais impact, sur, l'environnement que peut avoir le beurre de cacahuète importé des États-Unis, enfin des choses comme ça, donc ouais, du pain, du beurre, des œufs,
Ça, c'était le matin. Le midi, après la séance du matin, en général, j'avais du mal à manger, enfin, j'avais pas faim d'emblée, donc je mangeais un peu tard le midi, mais je mangeais toujours un féculent, soit du riz, soit du quinoa. Après je mangeais plus de pâtes. Enfin, c'est vrai que j'ai eu, pas mal de problèmes avec les pâtes, donc je ne mangeais plus de pâtes. Mais ben, enfin, j'ai appris du coup tout ce qui est tous les dérivés des féculents au niveau, protéines, j'aimais bien le midi manger des protéines qui étaient pour moi, plus digestes, en tout cas que moi j'avais pas de mal à tolérer. Donc le matin, les œufs, je les digérais très bien, j'arrivais à m'entraîner après sans aucun souci. Le midi, j'aimais bien manger, des légumineuses, des lentilles parce que j'adore les lentilles, mais enfin j'ai toujours, aussi essayé de trouver, des plats que j'aime manger, quoi. Et le soir, j'essayais de, 3 fois par semaine, manger du poisson gras. Donc après, bah, financièrement, trouver du poisson gras, de qualité, c'est pas évident. Donc j'avoue avoir mangé, du poisson de merde pendant des années le soir. Mais j'aime le saumon et j'aimais bien acheter, du saumon qui n'était ni sauvage ni bio parce qu'il ne rentrait pas dans mon budget. Heu et je suis une grande fan de poulet, donc comme tous les sportifs, je pense, hein. J'ai mangé des œufs et du blanc de poulet, en quantité industrielle. Parce que par contre, j'ai jamais réussi à supporter moi les protéines en poudre, j'aimais vraiment pas ça, le goût déjà, donc même si, bah, on j'ai quand même, enfin, je fais 1,73 m. J'ai pesé jusqu'à, 78 kilogrammes, quand je m'entraînais. Enfin, et j'étais pas grasse, enfin, j'étais vraiment, musculeuse. J'ai toujours pris du muscle assez facilement, depuis petite et donc j'ai toujours eu un gros appétit quand même et une grosse, comment on appelle ça? Dépense, métabolisme, un gros métabolisme de base. Donc j'ai toujours, quand même mangé en grande quantité. J'ai mangé beaucoup, voilà, de féculents, blanc de poulet parce que c'est de la viande, peu grasse et poisson gras et légumineuses pour apporter des protéines, d'une manière un peu différente, en gros, voilà. Et des Fromage fruits blanc. ou des légumes? Ouais, bah, la règle, c'était, légumes à volonté. Fruits, bah, ça dépend du budget. Mais oui, oui, fruits, fromage blanc, j'évitais tout ce qui était sucre, transformé, en fait. Mais du fromage blanc, nature avec, des raisins, dedans ou des raisins frais, hein, j'entends pas des raisins secs. Ou des bananes. La petite collation, en général avant l'entraînement ou après l'entraînement l'après-midi, c'était, fromage blanc, banane, flocons d'avoine, miel ou pas miel. Enfin, ça a toujours été, voilà, des trucs que j'aime bien manger et que je digérais bien, qui étaient, sains et Tu as parlé de la whey, du coup, on va parler un petit peu des compléments alimentaires. Est-ce que toi, tu prenais des compléments alimentaires pendant cette période-là? Et pour toi, est-ce qu'ils sont indispensables ou est-ce qu'on peut s'en passer? alors, moi, quand j'ai commencé à découvrir un peu, les prods en général, donc heu, whey ou BCAA ou on me conseillait l'isolate parce que comme j'avais du mal avec la whey, on m'a conseillé l'isolate, mais même l'isolate, ça m'a pas plu. Il y a ces petits shakers de BCAA aussi, mais on dit, qu'il faut 1 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour, ne serait-ce qu'entretenir ta masse musculaire. Moi, j'avais pas besoin, de manger 2 poulets entiers, quoi. Mais enfin, notamment à l'époque, mon compagnon de l'époque, faisait du lancer de poids. Il faisait 120 kilos de muscles et à un moment, il peut pas manger 3 poulets dans la journée. Donc oui, pour quelqu'un comme ça, les protéines en complément, c'est pas un gros mot, quoi. Et puis, bah, enfin, des protéines en poudre, il y en a, dans les knackis déjà. Enfin, je veux dire, il y en a dans beaucoup d'aliments, c'est pas un gros mot, les protéines en poudre. Autant choisir des protéines de qualité pour, complémenter ton alimentation, en apport, dont tu as besoin pour juste que ton corps, il fonctionne normalement. Donc oui, je pense que, pour certains sportifs, c'est capital de complémenter ton alimentation. Mais pour monsieur et madame tout le monde et pour, des sportifs, qui veulent faire du sport santé avant tout, heu, dans l'alimentation déjà et dans le choix de bons aliments et de bonne qualité de nutriments du coup à l'intérieur des fruits, des légumes, des légumineuses, des et cetera. Parce que, bah, aujourd'hui
manger en excès de la viande, on sait très bien que c'est pas bon. Déjà pour l'environnement, mais aussi, en termes de digestion et cetera. C'est quand même pas, la teneur en protéines, la meilleure, la viande rouge notamment. Mais donc pourquoi pas, complémenter son alimentation en protéines, mais de là à dire que c'est obligatoire, pas forcément. Je vois. Est-ce que, tu prends du plaisir à t'entraîner? Heu, à l'époque où je m'entraînais vraiment beaucoup, oui, parce que ce soit quand j'étais sur Saint-Raphaël, j'avais vraiment, une relation très particulière avec, ma coach. Donc son mari, elle, a fait les Jeux d'Athènes au lancer de javelot. C'était on avait 10 ans d'écart, on était quand même assez proches. Donc oui, il y avait toujours cette complicité avec ma coach, qui me plaisait bien. Dans le groupe d'entraînement, il y avait plutôt une bonne ambiance, même si on n'a jamais été nombreux, tout ça. C'est pas parce que tu prends plaisir à t'entraîner que tous les jours tu as envie d'y aller par contre, hein, on est d'accord. Mais après, en Allemagne, même chose quoi. J'avais un entraîneur passionné, un partenaire d'entraînement, qui a fait, 7 mètres, qui avait des objectifs, de performance assez énormes et une aura assez énorme à l'entraînement. Et plaisir à m'entraîner, à progresser, à apprendre des choses, oui, toujours du plaisir à m'entraîner. On va passer à la dernière question de cet épisode. C'est quoi ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation, ton snack favori? Qu'est-ce qui pour toi, est vraiment, ton plat favori? Alors, Plat ou aliment, hein? heu, ouais. Bah, en fait, moi, comme je te disais, je travaille dans un bar pendant mes études. Je J'ai pas fait beaucoup la fête. J'ai jamais été une grande adepte, de cocktails, d'alcool en général. Et arrivée justement à, 23, ouais, 23-24 ans, quand j'allais m'entraîner sur Saint-Raphaël et que ma mon entraîneur et son mari m'hébergeaient chez eux et cetera, et ben, quand je venais, je leur ramenais, une bonne bouteille de vin. Parce qu'on n'était pas de la même région et que mes parents, moi, sont assez, épicuriens, amateurs, de vin et cetera. Donc je ramenais une bonne bouteille de vin, un bon morceau de fromage, en bonne fille de Cantalou, voilà, du Cantal, du Saint-Nectaire, des choses comme ça. Et j'ai commencé à apprécier, ces week-ends-là, la petite soirée du samedi où on se faisait, un bon repas et un morceau de fromage, un verre de rouge. Et donc je dirais que quand même mon plaisir coupable est devenu depuis cette période un bon morceau de fromage et un bon verre de rouge. Eh ben, écoute, merci Mathilde pour, cet échange, c'était hyper instructif. J'espère Merci. qu'on refera peut-être un épisode pour parler peut-être un peu plus en détail, de l'entraînement, vraiment comment s'entraîner, parce que ton histoire est vraiment, vraiment très intéressante en tout cas. C'est sympa. Merci beaucoup. Dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut un petit peu plus, de Mathilde? Oh bah, j'ai, toujours, une page sur Facebook et enfin où je mets plus grand chose, mais qui est reliée je crois à ma page Insta. Après j'ai un profil sur Insta. Aujourd'hui, je suis kinésithérapeute dans un centre de rééducation au Grau-du-Roi et spécialisée plutôt dans les personnes amputées, donc je travaille pas tellement dans le milieu du sport et ça me va très bien. Mais oui, je suis joignable assez facilement sur Instagram. Eh ben, on mettra les liens dans les notes de l'épisode, si jamais il y a des personnes, qui ont des questions. C'est gentil. Merci Mathilde, Avec plaisir, salut. à bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.